Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est... Ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants. Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros. Après cette découverte digne d'un conte des mille et une nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'il protège le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple? Il y a 6 caveaux dans le temple. C'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F. Mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B. Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'ils commenceraient à enquêter au plus tôt et qu'ils lui donneraient des nouvelles sur sa découverte. Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas. Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce. Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique.
Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Personne ne s'attendait à une tempête aussi forte. Regagner la côte est trop dangereux à cause des vagues et des vents violents. Mais soudain, tu remarques une petite île verte à quelque distance. Avec ton ami, vous vous trouvez à environ 40 km de la côte du Brésil. Vous étiez en train de pêcher et n'avez pas remarqué les nuages noirs qui s'amoncelaient dans le ciel bleu. Vous vous approchez de l'île inconnue et vous apercevez les gardes-côtes derrière vous. Les hommes vous crient quelque chose, mais tu ne comprends pas ce qu'ils disent à cause du tonnerre qui fait rage. Ils nous disent de ne pas nous approcher de l'île, te dit ton ami. Malgré l'avertissement, vous naviguez quand même jusqu'à elle, car vous n'avez pas d'autre solution. Tout autour de l'île, tu remarques des rochers pointus qui sortent de l'eau comme des couteaux dans l'obscurité. Tu réalises maintenant ce contre quoi les gardes-côtes t'ont mis en garde, mais il est trop tard. Ton bateau heurte un rocher. Le fond est percé. Vous commencez à couler. La pluie et le vent sont de plus en plus violents. Vous tombez tous les deux par-dessus bord, puis tout devient noir. Au matin, le soleil brûlant et ta bouche sèche te réveillent. Ton ami et l'épave du bateau gisent non loin. Apparemment, il va vous falloir attendre l'arrivée des secours pour repartir d'ici. Maintenant, à la lumière du jour, tu constates à quel point la côte de l'île est dangereuse. Elle est toute entourée de rochers et vous avez de la chance d'avoir survécu. Vous en aller d'ici sera difficile. Avec ton compagnon, vous décidez de chercher des noix de coco et des bananes. Ton ami fouille dans l'épave et en sort un sac de médicaments. Puis, tous les deux, vous quittez la plage de sable et pénétrez dans la jungle. Au bout de quelques pas seulement, tu entends un sifflement étrange. Tu regardes ton ami, ses yeux sont remplis d'horreur. Un frisson parcourt ton dos. Tu sens quelque chose qui rampe sous tes pieds. C'est comme si le sol était vivant. Tu baisses les yeux et ce que tu vois, ce sont des serpents. Il y en a des dizaines. Ils s'enroulent autour de tes jambes, se glissent entre les arbres, il y en a partout. Ne bouge pas, te dit ton ami. Je crois que je sais où nous sommes. Tu veux lui poser une question, mais la peur t'empêche de parler. Il devine ce que tu voulais dire et répond à ta question. Nous sommes dans l'un des endroits les plus dangereux sur Terre, l'île aux serpents du Brésil. Ce ne sont pas des serpents ordinaires, il s'agit de trigonocéphales insulaires, l'un des reptiles les plus venimeux au monde. On ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète, seulement sur cette île. Ils ont évolué ici naturellement, sans l'intervention d'autres espèces de serpents. Cela a rendu leur venin 5 fois plus puissant que celui des vipères ordinaires. Ils sont pratiquement les seuls propriétaires de ce lieu. Tu ne trouveras nulle part ailleurs dans le monde une telle concentration de reptiles rampants sur un si petit bout de terre. Et maintenant, ils sont heureux car 2 copieux repas viennent d'arriver. Vous avez peu de chances de survivre, mais vous allez essayer. La première chose que tu dois faire, c'est sortir de ta stupeur et trouver un solide bâton. C'est le meilleur outil dont tu puisses disposer pour l'instant. Si tu tombes sur un serpent venimeux, le mieux à faire est de reculer lentement. Mais là, ils sont bien trop nombreux, et ils sont agressifs et affamés. Avec ton ami, vous repoussez les serpents avec vos bâtons, mais il y en a de plus en plus. L'un d'eux tombe d'un arbre sur ton épaule et te mord au cou. Le poison pénètre instantanément dans ton sang et affecte tes muscles. Tu as l'impression que ton corps est en train de fondre. Il t'est difficile de bouger et ton cou se met à gonfler. Ton ami t'attrape et t'emmène au plus profond de la jungle. Ici, parmi les arbres, vous voyez un vieux phare. Le bâtiment détonne vraiment dans ce paysage. Une fois par an, les gardes-côtes s'y rendent. Ton ami défonce la porte et te dépose par terre. Tu as peur de ne pas pouvoir survivre à la morsure, mais heureusement, ton ami est médecin. Il t'injecte l'antidote nécessaire et te sauve la vie. Tu as quelques minutes pour te reposer avant qu'un autre danger ne survienne. Ton ami te dit que ces serpents uniques au monde sont apparus ici il y a des milliers d'années. Cette île a longtemps fait partie du Brésil, puis des crues gigantesques l'ont séparée du continent. Cette partie de la Terre s'est retrouvée coupée du monde, ce qui a favorisé la formation d'un écosystème unique. Les vipéridés qui vivaient ici ont lentement évolué pour devenir des trigonocéphales insulaires. Et ceux-ci sont rapidement devenus les maîtres de l'île, éliminant tous les autres animaux. Mais comment ont-ils réussi à survivre sans nourriture, séparés du reste du monde ? Ils y sont parvenus grâce à la nature et à l'évolution. Cette île est un point de transit pour de nombreux oiseaux. Ils s'arrêtent ici pour se reposer lors de leur longue migration. Et ils servent de repas aux serpents. Autrefois, une morsure de serpent ne faisait presque rien aux oiseaux. Effrayés, ils s'envolaient, laissant les serpents sur leur faim.
Mais en évoluant, ces créatures rampantes ont développé un poison si puissant qu'une seule morsure suffit maintenant pour qu'un oiseau ne puisse plus jamais repartir. Il existe aussi une légende selon laquelle un pirate aurait caché un trésor ici il y a très longtemps. Et pour que personne ne le découvre jamais, il aurait introduit ces serpents, les gardiens de son or. Bien sûr, personne ne trouvera jamais ce coffre légendaire, mais l'île demeure aujourd'hui encore attrayante pour les pirates modernes. Les trigonocéphales insulaires sont une marchandise précieuse, et des personnes mal intentionnées se rendent souvent ici pour chasser ces reptiles. C'est pourquoi il y a toujours des gardes-côtes autour de l'île. Il est interdit de visiter cet endroit. Et même si quelqu'un parvient à passer les gardes, il devra affronter les rochers. La première règle est de ne pas paniquer, dit le guide. Il donne à Michael une combinaison épaisse, même s'il fait très chaud ici. Tu ne pourras pas t'en passer, ajoute-t-il. Michael enfile la tenue et a la chair de poule sur tout le corps. Pourquoi ai-je si froid maintenant ? Le guide explique que c'est un tissu rafraîchissant unique. Il sauvera Michael d'un éventuel coup de chaud à l'intérieur de la grotte. Le guide lui donne aussi une bouteille d'oxygène et un masque. « On va plonger ?» demande Michael. « Non, mais tes poumons risquent de se remplir d'eau si tu ne l'utilises pas. » Les genoux de Michael tremblent de peur. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée après tout. « Bienvenue dans l'une des grottes les plus dangereuses de la planète », dit le guide en entrant dans l'anfractuosité au pied d'une montagne. Cet endroit s'appelle la grotte des cristaux et il est situé au Mexique. Du magma s'est écoulé ici depuis les entrailles chaudes de la planète, il y a 26 millions d'années. Il n'a cessé de remonter et de se refroidir encore et encore. Il y a eu tellement de magma que cela a formé une montagne. Avec celui-ci, de l'eau riche en minéraux est arrivée. Elle s'est infiltrée dans les tunnels rocheux et a formé une grotte sous la colline. Puis quelque chose d'étrange est apparu dans ces eaux chaudes. Quelque chose qui semblait venir d'une autre planète. Michael descend le long de la corde. Il éclaire l'obscurité sans fond avec sa lampe de poche. L'air devient chaud et lourd. Des particules d'eau microscopiques planent ici. Avec le guide, Michael descend à 300 mètres. C'est plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La température de l'air augmente. Ils ont l'impression de s'approcher du noyau de la Terre. Enfin, la descente se termine et ils se laissent tomber sur la terre ferme. Le guide met un masque à oxygène et dit à Michael de faire de même. Si tu ne peux pas respirer dans un air aussi humide et acide, tes poumons peuvent se remplir d'eau, ce qui aura des conséquences désastreuses. L'air ici donne à Michael l'impression de marcher dans un brouillard très épais. La température atteint 58 degrés, soit plus que dans les déserts les plus chauds du monde. Michael éclaire son chemin et remarque quelque chose de grand, blanc et brillant. C'est une énorme colonne de cristal qui sort du sol et qui s'élève vers le haut. La grotte entière est remplie de ces énormes choses. Elles s'étendent dans différentes directions et s'appuient contre le plafond et les murs. À certains endroits, elles bloquent le chemin et à d'autres, elles forment comme des ponts. Michael grimpe sur l'un des cristaux et marche dessus. Le guide explique que chaque colonne est faite de gypse. Tu connais sans doute cette substance car elle est utilisée pour produire des matériaux de construction bien particuliers, les plaques de plâtre. Michael touche la surface dure de l'une d'entre elles. Il semble qu'une ancienne civilisation aurait pu les construire. Mais le guide explique que tout ce qui se trouve dans cette grotte est d'origine naturelle. Cet endroit a été découvert pour la première fois par 2 mineurs en 2000. Depuis, les scientifiques ont réussi à découvrir que certains cristaux avaient 500 000 ans. On peut aussi y trouver l'un des plus grands cristaux naturels du monde. Cette colonne mesure environ 11 mètres de long et pèse 55 tonnes. Cet endroit a été rempli d'une eau riche en sulfate de calcium, un élément capable de former des minéraux. Une variété incolore de gypse prévaut ici. L'eau et l'air chaud ont aidé à former ces cristaux. L'humidité et la température n'ont pas changé depuis des siècles, de sorte que ces colonnes continuent de croître aujourd'hui. Cet endroit est fascinant. Michael veut rester ici plus longtemps pour explorer la grotte, mais malheureusement, c'est dangereux. Il risque de se perdre ou de glisser sur les roches de gypse. De plus, il commence à manquer d'oxygène, alors ils doivent remonter. Ils sortent de la grotte et se retrouvent nez à nez avec la police. Il s'avère qu'il est interdit aux touristes d'entrer dans la grotte. Même les scientifiques doivent obtenir une autorisation spéciale pour s'y rendre. Et ce pour une bonne raison, puisque la grotte est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Michael et le guide s'acquittent d'une amende et quittent le Mexique. La prochaine étape est l'Italie. C'est une bonne chose que tu aies pris un appareil photo avec toi, dit le guide.
C'est l'une des grottes les plus fascinantes du monde. Tu auras besoin du meilleur équipement pour capturer cette beauté. Michael et le guide sont sur un petit bateau. Ils naviguent le long de la côte de l'île de Capri. Heureusement, il n'y aura pas de danger cette fois-ci. Ils s'approchent d'une petite faille à l'intérieur de la montagne. C'est l'entrée de la grotte bleue. Le trou est si petit qu'un seul bateau peut y passer. Michael et le guide entrent dans une autre dimension. La grotte est remplie d'eau. Les murs brillent d'une lumière bleue provenant des profondeurs du lac. Michael prend des photos de la grotte et remarque que l'entrée par laquelle ils sont passés brille d'une lumière blanche éclatante. Ce sont les rayons du soleil qui illuminent la grotte lorsqu'ils y pénètrent. Il y a un autre trou sous l'eau. Les rayons du soleil y pénètrent, emplissant le lac d'une lueur bleue, mais il est déjà temps de ressortir. La prochaine grotte se trouve en Nouvelle-Zélande. Ils arrivent sur l'île du Nord. Il s'y trouve un endroit très profond avec des grottes sinueuses et complexes. Elles sont apparues ici il y a environ 30 millions d'années. Michael et le guide s'approchent de l'entrée de la grotte obscure. Michael allume une lampe de poche. « Débarrasse-t'en !» dit le guide. « Tu n'en auras pas besoin à l'intérieur. » Ils entrent. Michael est tellement surpris que sa mâchoire en tombe. Toute la grotte est remplie de lanternes lumineuses. Ce sont des créatures vivantes, des lucioles qui brillent d'une lumière bleutée. Michael a l'impression d'être sur une autre planète. L'entrée de la grotte est limitée pour ne pas nuire aux lucioles. Les scientifiques utilisent des équipements automatisés afin de surveiller la grotte. Ils contrôlent ainsi la température et le niveau de dioxyde de carbone nécessaires pour maintenir les conditions de vie des lucioles. Si trop de gens viennent ici, le niveau de dioxyde de carbone augmentera. La durée de la visite est également limitée. Alors on demande à Michael et au guide de quitter les lieux. Partons à la découverte d'une ville entourée de montagnes et de forêts au nord de l'État de New York. Cette ville, Lake George, est située au bord d'un grand lac. Beaucoup de gens s'y rendent pour pêcher, faire du bateau et d'autres activités aquatiques. Tu peux y croiser de nombreux pêcheurs, des athlètes et ce gars qui crie sur la rive du lac. Lake George est l'un des endroits les plus populaires au nord de... Attends une seconde, quoi ? Un gars qui crie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien ça. Les gens s'approchent de la rive, se tournent vers le lac et les montagnes et se mettent à crier très fort. C'est assez bizarre vu de l'extérieur. Voilà un jeune homme qui crie, puis il part. Une fille prend sa place. Elle crie, puis te propose de faire la même chose. Ok. Tu prends sa place, tu te tournes vers le lac et tu cries. Waouh ! Tu entends l'écho de ta voix. C'est comme si tu avais crié dans un mégaphone géant. Ton cri est distordu. C'est incroyable. Tu t'approches encore de la rive et tu cries une deuxième fois. Mais cette fois, plus rien. Tu t'entends crier normalement. Tu te remets exactement au même endroit qu'auparavant et là, ça remarche. Tu entends encore une fois l'écho. Mais comment c'est possible ? Regarde où tu as mis tes pieds, te dit la fille. Tu te tiens sur une plateforme ronde en béton sur laquelle est gravée une boussole. Sur cette boussole, il y a une carte du lac. Dans le centre de cette carte, il y a deux lignes de la boussole qui se croisent en formant un X. Tous ceux qui se placent exactement à cet endroit entendront un écho incroyable. C'est comme si ton cri passait par une autre dimension avant de revenir vers toi. Mais le mieux, c'est que les personnes qui sont juste à côté n'entendent rien. Ils te voient juste en train de crier normalement. L'écho ne se produit que si l'on est placé sur le X. Les chercheurs ne parviennent pas à expliquer ce phénomène acoustique et à comprendre les causes de ce comportement des ondes sonores. Ils ne formulent que des hypothèses et des théories. La plateforme en béton est entourée par un petit mur en demi-cercle qui longe le lac. Certaines personnes pensent que la voix rebondit sur ce mur en créant un effet particulier. On peut trouver ce genre de mur en demi-cercle dans de nombreux endroits, mais aucun ne crée un tel effet. Il y a une autre théorie selon laquelle les montagnes et l'eau créeraient cet écho. Une ancienne légende raconte qu'une créature magique est apparue à cet endroit. Elle aurait crié vers l'eau et sa sagesse résonne sur le lac depuis. Je crois plutôt que la voix rebondit sur le mur, mais bon, passons à la visite de l'endroit suivant. Un autre endroit incroyable. En Californie cette fois. Bienvenue sur le lac Berryessa. Approche-toi de la rive et regarde.
Tout a l'air normal. La nature autour est luxuriante, l'eau est claire et calme. Mais il y a un trou énorme dans ce lac, par lequel s'écoulent chaque seconde des millions de mètres cubes d'eau. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de naturel, ni une porte de l'enfer. C'est le Glory Hole, et il a été créé par les êtres humains. Le lac Berryessa se situe là où se trouvait la ville agricole de Monticello. Au siècle dernier, les habitants ont construit une digue à côté du lac. Lors des saisons pluvieuses, l'eau s'accumulait et débordait de la digue. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont créé ce grand trou. Pour te donner une idée de sa taille, imagine une fourmi qui se balade sur le bord de ta baignoire pendant que de l'eau s'écoule par le drain de celle-ci. Voilà, ce Glory Hole a la taille du trou de drainage pour la fourmi. L'eau est acheminée par un tunnel horizontal vers la baie la plus proche. Le Glory Hole est une attraction locale et il est visité par beaucoup de touristes. Déplaçons-nous dans les Caraïbes pour découvrir un autre lieu fascinant. Au milieu de la mer turquoise, sur l'une des îles paradisiaques, se trouve un lac unique. Toute la forme environnante ressemble à une plateforme en béton. Mais tu ne peux pas te baigner dans ce lac. Sa température est si élevée qu'il dégage de la vapeur. Cette eau n'est pas vraiment de l'eau, mais de l'asphalte liquide. Le lac Peach est le plus grand réservoir de bitume naturel au monde. Il atteint les 75 mètres de profondeur. Un avion de ligne pourrait s'y écraser en position verticale et y couler entièrement. Le lac n'a pas encore été étudié minutieusement. Il pourrait y avoir un creux dans la croûte terrestre situé sous le lac. Des gaz naturels et du pétrole passent par cette ouverture en se mélangeant avec l'eau. Puis, après plusieurs réactions chimiques, ce liquide se transforme en asphalte. On estime que ce lac contient 10 millions de tonnes de matière brûlante. En théorie, aucun être vivant ne peut se développer dans de telles conditions, mais les chercheurs y ont découvert une colonie de microbes. Cela signifie que la vie pourrait exister en dehors des conditions de notre planète. Il y a plusieurs lacs d'hydrocarbures sur la surface de la plus grande lune de Saturne, Titan, qui ressemble au lac Peach. Et si les formes de vie les plus simples existent dans ce lac d'asphalte, elles pourraient peut-être aussi survivre sur Titan. Encore un lac peu banal. Il se situe dans la région la plus sèche du monde. Il ne s'agit pas du désert avec ses dunes et ses plaines de sable infinies. Il s'agit de l'Antarctique. Une zone sèche n'est pas forcément une zone chaude. C'est une zone sans précipitation. Un lieu désert n'est pas un lieu chaud avec du sable, c'est un lieu sans vie. On retrouve ces caractéristiques dans certains coins de l'Antarctique. Il y fait tellement froid qu'une tasse de thé se congèle en 1 minute. Mais le lac qui nous intéresse ne gèle pas. C'est plutôt une mare d'ailleurs, car elle est petite et peu profonde. C'est une mare d'eau froide. Cette eau ne gèle pas, parce que le lac Don Juan, c'est son nom, est l'un des réservoirs les plus salés du monde et ce sel empêche l'eau de geler. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs ne savent toujours pas comment le lac s'est formé à cet endroit.